On prend des nouvelles ce matin des personnels de santé, de leur gestion personnelle de la crise actuelle. Crise qui a provoqué une réorganisation en urgence de l'offre de soins et confronté les soignants à un climat d'incertitude depuis près de 2 ans maintenant. Stress, burn-out, partout en France. Les témoignages de personnel à bout dans les hôpitaux se multiplient. Comment donc mieux gérer ce stress ? C'est l'objet d'une enquête, d'une étude publiée tout récemment. Pour en parler, nous sommes aujourd'hui avec le professeur Jean Pugeot. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le chef du service des urgences au centre hospitalier de Cayenne. C'est quoi le postulat de départ, on va dire, de cette enquête ? Pour quelles raisons, pour répondre à quelles questions vous vous êtes déjà penché sur cette situation ? Force est de constater que dans tous les hôpitaux français et la Guyane n'y fait pas exception. Les conditions de vie et le moral des personnels est de plus en plus mis à l'épreuve. Et donc il fallait... moi j'ai vu beaucoup de publications où on parlait effectivement du niveau de stress et de burn-out dans les hôpitaux, mais je n'ai rien vu qui nous disait comment appréhender ça, comment prévenir ces problématiques de burn-out. Et donc on a commencé à s'intéresser il y a 2 ans à cette problématique et à mettre en place un certain nombre d'études, dont cette étude multicentrique qui a lieu en ce moment. C'est une étude, c'est une situation plutôt qui intéresse déjà beaucoup d'autres personnes, la gestion du personnel, le stress, le burn-out, ou bien ça reste quand même assez rare ? Alors je vais faire une réponse byzantine. Il y a à la fois, bien sûr que ça intéresse tout le monde, puisque dans la gestion des ressources humaines, quand vous avez des niveaux à 25-30% de burn-out, que vous avez des démissions à gogo, que vous n'arrivez pas à trouver de personnel et que les gens sont au bout du rouleau, bien entendu que ça concerne les gestionnaires des ressources humaines, mais en même temps, force est de constater, et c'est pas propre aux hôpitaux guyanais, mais je pense que c'est plutôt une approche culturelle. On n'a pas cette culture de prévenir les risques comme le font les anglo-saxons, et donc on attend d'être dans une situation d'échec pour se demander ce que l'on va faire. Et nous, tout l'objet de cette étude, c'est justement d'à la fois mesurer le niveau de stress, mais on sait à peu près où on en est puisqu'on a déjà fait plusieurs mesures à ce niveau, mais surtout de détecter les facteurs potentiels de ce stress pour pouvoir agir et anticiper les situations de rupture. Alors on va revenir dans quelques minutes justement sur la question de ces facteurs. Cette étude dont on parle, elle fait suite en quelque sorte à d'autres études qui s'étaient penchées sur la question, vous l'avez dit, du stress des personnels. Qu'est-ce qui ressort ? Quels chiffres ? À quel point l'état mental il a été affecté ces derniers mois par la crise sanitaire ? Alors là, on est sur une course de fond, comme j'ai peut-être eu l'occasion de l'expliquer dans ma dernière publication. Il y a eu un certain nombre de mécanismes différents de stress qui se sont suivis les uns derrière les autres. Donc au départ de cette crise, tout le monde a été un peu surpris d'une part par l'ampleur et par le fait de sauter dans l'inconnu. Vous aviez, si vous vous souvenez bien, des personnels qui étaient, je ne voulais pas dire apeurés, mais qui appréhendaient de pouvoir prendre en charge ces patients dont on ne connaissait rien, dont on ne savait pas comment on allait être contaminé, si on allait exposer nos familles, comment les soigner. Au départ, on a tâtonné pas mal dans les termes de protocole. Il y en avait des personnes qui étaient et des patients qui étaient extrêmement demandeurs. Souvenez-vous, on applaudissait tous les soirs à la même heure les soignants il y a 2 ans. Ça s'est un peu gâté depuis. Je suis un peu sarcastique, mais c'est la réalité. Et donc on est passé d'un effet de ce qu'on appelle en langage psychiatrique des stress post-traumatiques ou traumatiques à un effet de burn-out où les gens ont banalisé la maladie, mais c'est pas propre à cette épidémie-là. Il y en a eu d'autres. Moi, j'ai vécu le Ebola pendant 2 ans et demi en Afrique, c'était pareil. On a banalisé la maladie, on a fait moins attention aux soignants, on a fait un peu plus attention aux patients et on s'est retrouvé dans des situations conflictuelles où les gens sont plus quérulents, où les personnels, les patients sont plus quérulents, et les familles sont plus quérulantes, où les personnels sont exposés de manière chronique à une charge de travail qui est importante, à des changements de leur environnement, à des heures en veux-tu en voilà, et avec de moins en moins d'aide, puisque
Sur cette dernière vague, on a pu obtenir aucune aide particulière de la France parce qu'ils sont aussi sous l'eau, vraisemblablement. Et donc on est passé dans une situation d'épuisement total des personnels avec des refus d'obstacles, avec des arrêts maladie, avec des démissions et qui pose un problème majeur dans la gestion de nos équipes et de nos activités au quotidien. Ça veut dire, si je vous comprends bien, qu'il y a eu une évolution finalement de la gestion de ce stress-là par les équipes soignantes au fur et à mesure de la crise sanitaire depuis maintenant quasiment 2 ans. Oui, c'est ça. On s'adapte toujours à des situations particulières, quel que soit le risque auquel vous êtes exposé. Psychologiquement, vous vous adaptez jusqu'à un certain point, jusqu'au point de rupture où, comme on le dit, trop c'est trop, et on finit par lâcher et abandonner. Et c'est bien cette situation qu'il faut éviter. Et est-ce que vous savez dans quelle mesure, on va dire, les chiffres de ce stress-là, de cet état mental-là, ils ont évolué par rapport à avant la crise sanitaire ? Alors, je pense que, alors, pour ce qui concerne les urgences que je connais bien, les urgences et la réanimation, on a déjà une propension à une résilience particulière. On est exposé de manière chronique à un stress qui est plus important que les autres par définition, puisqu'on gère des situations d'urgence. Mais là, on est arrivé à de tels niveaux qu'on n'arrive même plus dans certains endroits. Alors, on touche du bois pour l'instant, on n'en est pas encore là ici en Guyane, mais on n'arrive plus à trouver des équipes pour venir travailler, quoi. C'est très 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 compliqué. Si vous regardez un peu partout les annonces, on cherche partout du monde. Je crois qu'il y a eu quelques 30 000 démissions en France de personnel paramédical, donc c'est énorme, quoi. Et on arrive, il y a certains services d'urgence et des gros services d'urgence qui sont obligés de fermer la nuit faute de personnel. Voilà, encore une fois, nous on a la chance d'avoir un recrutement particulier et d'avoir, et je profite d'être à votre antenne pour remercier toute l'équipe des urgences et de la réanimation en particulier, puisque pour ce qui me concerne après. Mais je crois qu'ils ont eu un investissement, ils ont eu un courage extraordinaire là, pendant ces 2 ans, sans faire du misérabilisme. Ils ont vraiment beaucoup donné et ils sont toujours là et je les en remercie. Tout à l'heure, vous aviez expliqué que l'objectif de cette étude, c'était aussi de cibler un peu plus précisément les facteurs qui étaient générateurs de stress. Qu'est-ce qui ressort finalement de cette enquête que vous avez menée, je crois, auprès de 500-600 personnes ? Oui, c'est ça. Alors pour l'instant, puisque c'était une étude qui est en cours, c'est une étude multicentrique que l'on mène avec tous les hôpitaux de l'arc caribéen, avec le CHU de Lyon, avec des hôpitaux de Jakarta, puisqu'on en est en partenariat avec eux, et avec Tahiti, pour avoir des situations un peu différentes. Ce qu'il en ressort, c'est qu'il y a différents facteurs de stress, donc qui sont individuels, qui sont par groupe socio-économique, qui sont par service aussi. Et donc, tout l'intérêt de cette étude, c'est d'identifier le poids de chacun de ces facteurs de façon à mettre en place une stratégie managériale qui permette enfin d'anticiper et d'agir de manière très précoce sur les facteurs les plus pesants. Ça peut être votre hiérarchie qui vous met trop de pression, ça peut être des relations avec vos collègues ou des familles de patients qui deviennent très compliquées et très toxiques. Ça peut être un environnement technique qui est insuffisant. Enfin, il y a tout un tas de choses comme ça. Ou la peur du changement aussi. C'est très compliqué. Nous, lors de la première étude que l'on a faite il y a plus d'1 an de ça, qui est apparu sur le British Journal of Nursing, on s'est aperçu, à notre grande surprise, que les plus stressés étaient les plus anciens dans la fonction, parce qu'ils avaient une réticence au changement et c'était très compliqué pour eux de s'adapter. Voilà, donc c'est ce genre de choses qui ressort des études et qui est très intéressante pour nous sur le plan managérial. Du coup, ça veut dire différence entre les générations, on va dire. Est-ce qu'il y a aussi une différence en fonction des services dans lesquels vous avez interrogé les personnes ? Alors pour l'instant, donc c'est des études préliminaires. Oui, bien sûr, il y a des différences parce que les conditions de travail ne sont pas les mêmes, parce que les organisations ne sont pas les mêmes, parce que les manières de manager les personnels ne sont pas les mêmes. Non, il y a forcément des différences, qu'elles soient au niveau du travail ou qu'elles soient aussi culturelles en fonction des endroits. C'est pas du tout pareil. C'est-à-dire, si vous prenez par exemple du côté de l'Indonésie, qui n'a rien à voir avec nous, les problèmes d'environnement de travail, ils n'en ont pas parce que c'est extrêmement normé. Voilà, et ça n'a rien à voir avec ce qui se passe dans les hôpitaux français. Par exemple, vous auriez des exemples à nous donner ? Sur le plan de ce qui est environnement de travail, c'est les moyens qui sont donnés, etc. Ils sont normés sur le plan, par exemple, je vous dis, du suivi des personnels. Donc en France, moi, ça fait
27 ans que je fréquente les hôpitaux maintenant, ça commence à faire. Hein. Je crois que j'ai jamais passé une visite médicale, ou en tout cas, on ne m'a jamais convié à une visite médicale. Vous allez dans les hôpitaux indonésiens ou d'autres pays anglo-saxons, c'est obligatoire tous les ans pour aller travailler. Voilà, c'est un exemple comme ça. Hein. Donc, le suivi n'est pas du tout le même en termes de médecine du travail. Et donc, ce qui veut dire que le repérage des personnes à problème sur le plan psychologique, il est facile dans certains endroits, il l'est beaucoup moins dans d'autres comme sous nos cieux, et c'est tout l'intérêt de cette étude, c'est de développer un outil qui nous permette de manière simple et précoce de détecter les situations à potentiel problème. Ben justement, cet outil, vous nous en avez déjà dit quelques mots, parce que l'objectif de cette étude, c'est pas uniquement de recueillir des données et des chiffres, c'est aussi de mettre en place un outil pour que la manière de gérer les équipes, elle soit un petit peu plus efficace. C'est quoi exactement cet outil ? En fait, si vous regardez dans la littérature et sur l'ensemble des articles scientifiques que vous pourrez avoir, il y a énormément d'outils qui sont normés depuis des années, qui ont été faits par des médecins du travail ou psychologues comme le Karasek, le Maslach, etc., qui sont très généraux et qui vous donnent un niveau de stress. Mais en tant que manager, une fois que vous savez que les gens sont stressés ou qu'ils sont en burn-out, c'est déjà trop tard. Donc ça n'a que peu d'intérêt sur le plan de la gestion des ressources humaines, j'allais dire, en tout cas un intérêt relatif. C'est des choses qui viennent a posteriori. Nous, ce qu'on est en train de mettre en place et ce qu'on essaye de valider, c'est un outil qui permette d'appréhender toutes ces problématiques-là, de mettre le doigt sur les facteurs les plus importants. Hein. Vous pouvez avoir, pour être très prosaïque, un chef de service très emmerdeur, comme je peux l'être de temps en temps, vous voyez, et ça peut vous poser des problèmes, et donc on saura où agir de manière anticipée, de façon à éviter toutes les situations de rupture. C'est ça l'intérêt du nouveau score qu'on est en train de mettre en place. Pour éviter finalement que le problème perdure et que ça finisse par causer, vous en avez dit déjà quelques mots tout à l'heure, des démissions en cascade, un taux d'absentéisme qui est en train d'être multiplié par je ne sais combien. Pour moi, le patient est au centre des intérêts, mais pour bien soigner les patients, il faut que les personnels se sentent bien aussi. Il est évident que s'ils travaillent dans de mauvaises conditions, si c'est de plus en plus compliqué pour eux de se lever le matin, de venir au travail, si c'est difficile sur le plan psychologique, si c'est difficile sur le plan relationnel avec les familles, avec les collègues, etc., tout ça, ça doit se voir avant et permettre des mesures correctives au niveau institutionnel, hein, parce que c'est pas toujours à l'individu de se remettre en question, mais c'est aussi à l'institution de se remettre en question sur ses stratégies, de façon à ce que les personnels travaillent dans des conditions qui sont adéquates et qu'on évite ces situations de rupture. C'est ça qui est le plus important, c'est-à-dire agir avant et pas après. Ça pourrait être une des conséquences positives, j'ai envie de dire, évidemment entre mille guillemets, de cette crise sanitaire-là, que toutes ces questions sur la gestion du stress, c'est finalement l'état psychologique et l'état mental des personnels soignants qui a peut-être été mis entre parenthèses, même avant en fait la crise sanitaire, qu'on mette vraiment le sujet sur la table pour les années à venir. Oui, c'est pas un scoop, hein. On demande beaucoup au personnel hospitalier de longue date. Hein. Vous connaissez les conditions, hein. Il suffit de regarder la presse, hein. Vous connaissez les conditions et les difficultés qui sont croissantes dans les hôpitaux, avec les réductions de personnel, de postes, de lits, etc., avec des gens à qui on en demande de plus en plus. Donc bien évidemment, si on arrivait à avoir un minimum de culture de prévention plutôt que de réparation, ce serait plutôt pas mal. Oui. Les problèmes principaux à vos yeux, où est-ce qu'ils se situent ? C'est quoi ? C'est un manque de personnel, c'est l'impréparation face à la crise sanitaire, ou bien c'est toute une organisation, tout un rapport qu'il faudrait changer aux difficultés que traversent les équipes soignantes ? Alors moi je crois que c'est toute une stratégie à revoir au niveau institutionnel, parce que le bien-être et la bienveillance vis-à-vis des personnels est absolument essentiel si on souhaite que les gens travaillent bien. C'est connu de longue date. Il y a eu de grandes stratégies sur le sujet. Il y a eu le Fordisme, le Toyotisme, il y a eu ce genre de choses. Et tous les grands responsables de médecine du travail, si vous lisez les travaux qu'il peut y avoir à Harvard ou John Hopkins ou des choses comme ça, on vous dit qu'il faut miser sur le bien-être du personnel parce que ça évite c'est des meilleures performances, c'est de la meilleure efficience, c'est moins d'absentéisme. Donc au bout du compte, alors je parle business là, hein, je parle pas urgence ou je parle pas hôpitaux, mais c'est à peu près pareil.
pareil. La gestion des ressources humaines, c'est à peu près partout pareil. Et tout ce qu'on peut en tirer, ça vient du milieu du business, c'est développé dans des cadres d'efficience. Si on prend soin des soignants, forcément, à un moment donné, ce sera payant. Voilà. Il y aura moins d'absentéisme, il y aura moins de stress, il y aura moins d'arrêt maladie, il y aura plus d'investissement dans le travail, il y aura plus de facilité à s'adapter à des situations, plus envie de faire des efforts, parce qu'au bout de 2 ans, c'est compliqué de faire des efforts, d'être toujours sur la brèche. Et donc, bien évidemment, qu'il faut tenir compte de tout ça. Et si on a des leçons à tirer de cette crise, outre le fait qu'on a besoin de moyens particuliers, qu'on a besoin de mieux se préparer à ce genre de situation, se centrer un peu sur le bien-être des personnels me paraît important. On entend beaucoup, et j'allais même dire on entend de plus en plus des témoignages d'infirmières, de médecins qui en ont non seulement ras-le-bol, mais aussi qui quittent carrément leur métier. Cette situation-là, ces démissions en cascade, ces taux d'absentéisme, est-ce que vous, pour ne parler que de votre service, est-ce que vous le constatez vous aussi? Alors nous on l'a constaté, mais heureusement à moindre échelle. Voilà, à moindre échelle, on a une équipe qui est jeune, qui est motivée, on a des gens qui ont foi en quelque chose, j'allais dire, et qui par bonheur me suivent pour la plupart. Alors je ne dis pas qu'on est parfait, mais on a eu quelques non-renouvellements, on a quelques démissions, on a des gens qui sont partis, mais j'allais dire pas dans des proportions comme on a pu le voir en France, où là vous avez des services entiers qui ont fermé. Non, heureusement on n'en est pas là, on n'a pas de problème de personnel, on n'a pas de problème de recrutement, et c'est tant mieux, je touche du bois. Pour parler uniquement de chronologie, tout à l'heure vous nous avez expliqué un petit peu l'évolution qu'il y avait pu avoir depuis 2 ans. Là en ce moment, on en est où? Comment ça va? Là on est dans l'épuisement. On est dans l'épuisement parce qu'on demande beaucoup d'heures supplémentaires à des personnels, on demande de revenir, on demande de s'adapter en permanence à des situations qui sont différentes. Si vous prenez la vague précédente et la vague actuelle, on n'est plus du tout dans la même typologie de patients. On avait dans la vague précédente des patients jeunes qui arrivaient en détresse respiratoire importante. Là, on a plein de personnes âgées qui ne sont pas vaccinées, qui sont altérées sur le plan général et qui sont beaucoup plus compliquées à gérer sur le plan nursing ou autre. Et puis ça affecte, bien sûr, quand vous voyez des gens qui pourraient être vos parents, vos grands-parents en difficulté, c'est compliqué pour le personnel. Mais heureusement, on a une équipe qui tient le coup et qui est courageuse. Et donc, moi, je m'en préoccupe, mais je vois bien qu'on n'est pas dans des proportions qu'on peut atteindre en France à l'heure actuelle. Ça, c'est sûr. Tant mieux. On est quand même maintenant à la 5e vague de Covid. On n'est plus dans la violence de la surprise de la première ou de la 2e vague, où quelque part, peut-être que tout le monde pouvait se dire ça va durer quelques semaines, mais ça va finir par partir. Est-ce que là, vous avez l'impression quand même que, je sais pas, il y a des symptômes de stress qui apparaissent et que vous ne voyiez peut-être pas auparavant? On a un phénomène d'épuisement, comme je vous l'ai expliqué maintenant. Les gens on n'est pas encore dans du burn-out pour ce qui concerne les urgences, mais je pense qu'il y a un taux d'absentéisme qui est assez important dans tous les hôpitaux, et je pense que Cayenne n'y fait pas exception. Donc on est dans un phénomène d'épuisement, et les gens en ont ras-le-bol, quoi. C'est compliqué pour les soignants de revenir en permanence, de s'occuper encore de gens qui sont dans des difficultés physiques. Je veux dire, moralement, c'est compliqué pour les soignants. Il ne faut pas croire qu'on n'est que des techniciens. On a aussi une âme et un cœur, et c'est parfois très compliqué de voir des situations qui sont dramatiques, qui pour certaines auraient pu être évitées, quoi, avec un peu plus de précaution. Donc on se dit, on est dans du fatalisme là, mais c'est un peu compliqué pour nous. Pour en revenir et pour terminer sur cette enquête et sur cette étude, on en est où? Ça fait combien de temps qu'elle a commencé? Et puis il reste quoi à faire avant de mettre en place ces outils dont vous nous parliez tout à l'heure? Elle a débuté il y a 1 mois et demi maintenant. Donc elle fait suite à 2 autres études que nous avions faites et donc qui sont parues pour la dernière assez récemment. Et donc on va poursuivre cette étude pendant environ 6 mois dans l'objectif de valider scientifiquement ce score et de proposer des stratégies qui soient adaptables au milieu hospitalier en France ou ailleurs. Est-ce que les soignants, même si je sais bien que les soignants de manière générale ça ne veut pas dire grand-chose, mais est-ce qu'ils parlent facilement de leurs difficultés? Je vous pose la question pour savoir si finalement dans l'enquête que vous êtes en train de faire, il n'y a pas
un petit biais en fait dans le fait qui pourrait réduire ou minorer finalement les sentiments qu'ils peuvent ressentir? Alors dans les études préliminaires, enfin les résultats préliminaires qu'on a, on n'a pas cette impression-là. On a l'impression que c'est plutôt pour certains un défouloir. C'est tant mieux, hein. Ça veut dire qu'on aura des résultats qui seront exacts et près de la vérité. Donc c'est une enquête de toute façon qui est tout à fait anonyme, qui comporte 24 questions. Donc c'est assez large, et avec la possibilité de faire des commentaires. Donc je lis les commentaires au fur et à mesure. Je vois que les gens se lâchent un peu, et c'est très bien, hein. C'est un moyen, un exutoire qui me paraît être une très bonne chose. Donc j'ai pas l'impression qu'il y ait de biais. Monsieur Pugeot, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. On le rappelle, hein, du coup, chef du service des urgences au centre hospitalier de Cayenne. Merci encore. Avec plaisir. Merci, au revoir. Radio Pays.